je vous remercie d'être connectés, toujours présents à nos côtés pour ce webinaire voilà, sur du parcours santé, sécurité au travail, TPE, PME, intégrer la culture de prévention, santé, sécurité au travail, donc qui est porté par le Mouvement des entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un véritable plaisir. C'est le 3e webinaire de la série, on va dire, outils de management, santé, sécurité au travail, trucs et astuces. Et donc, ce webinaire est spécifique à la branche professionnelle Polivia Plasturgie, Polivia Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, avant de vous détailler, comme d'habitude, voilà, tous nos partenaires, je vais vous dérouler je vais vous faire le déroulé de la réunion, et puis après, on va tous se présenter. Donc, au niveau de ce webinaire, il s'articulera en 3 séquences. Alors, on va croiser les doigts pour pouvoir faire la séquence 3, mais on va déjà se concentrer sur la séquence 1 qui est risques et conséquences dans le secteur de la plasturgie. La séquence 2, on part sur les actions de prévention et les outils disponibles. Séquence 3, délégation, parlons-en. Et après, on passera voilà, au contact et aux suites à donner. Donc, vous en avez l'habitude, ce parcours est un parcours multipartenarial construit avec 3 branches professionnelles qui sont l'UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes, les travaux publics, voilà, de Auvergne-Rhône-Alpes également, et Polivia Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce parcours a été possible grâce et a été construit avec les branches professionnelles partenaires. Donc, je vais les reciter. Donc, pour l'UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes, Dominique Delorme, qui est secrétaire général à l'UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes, Pauline Kahn et Audrey Forestier, qui sont chargées de mission à l'UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes également. Pour la branche professionnelle des travaux publics Auvergne-Rhône-Alpes, on a Delphine Correa, adjointe au secrétaire général. Et pour Polivia, on a, Simon Gourgaud nous a accompagnés, qui est directeur des affaires publiques territoriales et partenariales. Et Marion Chisclin, conseil en SSE et chef de projet économie circulaire, qui va se présenter également par la suite. Ce parcours est possible grâce au soutien financier du FACT, qui est le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. C'est le réseau ANACT-ARACT. Alors, le réseau ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et voilà, et ce parcours est porté donc par le Mouvement des entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes, premier réseau régional au service de l'entreprise et de l'esprit d'entreprendre. Voilà, vous avez l'habitude de ces slides de présentation qui vous seront envoyés dans le support comme d'habitude. Le webinaire est enregistré. Sentez-vous libre de parler et de partager votre expérience. Les témoignages sont bien évidemment également coupés au montage, mais effectivement, le webinaire est enregistré pour être en replay sur la chaîne YouTube du Mouvement des entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce parcours est possible grâce, comme je disais, au FACT et à l'ANACT. Donc, le FACT, c'est le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. C'est un dispositif d'aide publique géré par l'ANACT avec l'accompagnement de l'ARACT, Rémi Côté qui nous accompagne, et par délégation du ministère du Travail. Et donc, dans le cadre d'appel d'offres, il y a l'attribution de subventions pour promouvoir et soutenir des parcours comme le nôtre sur la santé, sécurité au travail et l'amélioration des conditions de travail pour les TPE, PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais entamer, voilà, les slides qui vont suivre, c'est les slides de présentation de nos partenaires, donc des branches professionnelles Polivia, UNICEM et FRTP Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense que vous les avez beaucoup eus au fil, voilà, on vous les a beaucoup présentés au fil des webinaires. Donc, ces slides de présentation des partenaires seront dans le support qu'on vous enverra à l'issue du webinaire. Par mesure de temps, voilà, je vous les présente sur l'écran, mais on va pas les présenter pour le moment. Je vais laisser la parole à Marion Chisclin qui va se présenter, et ensuite Sylvie Bobillon qui nous accompagne du cabinet Sepia Prévention se présentera également. Bonjour à tous. Marion. Oui, merci beaucoup. Donc, Marion Chisclin, donc effectivement, moi, je suis conseil en santé, sécurité, environnement au sein de Polivia, donc ça va faire 4 ans maintenant. Et donc, je réponds aux questions des entreprises adhérentes, je les accompagne aussi sur leurs projets, on parle aussi beaucoup de réglementation.
J'anime aussi beaucoup de webinaires, de formations sur tous les sujets santé, sécurité et environnement. En parallèle, je suis aussi chef de projet en économie circulaire, du coup, dans notre service performance durable. Et donc là, on peut être amené à parler d'autres sujets sur notamment le recyclage des matières plastiques, l'éco-conception et tous ces sujets-là. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour parler des enjeux en santé, sécurité au travail pour la plasturgie avec Sylvie. Merci Marion. Donc Sylvie Bobillon, cabinet Sepia. Donc nous sommes deux associés, nous accompagnons donc les entreprises, les organisations sur la prévention et la réduction des risques professionnels. Nous sommes une entreprise, nous accompagnons multisectoriel, audit, conseil, formation sur ces sujets, et on va dire que notre façon d'agir, c'est la politique des petits pas. Donc c'est trouver un sujet et après le développer avec nos clients au plus près du terrain. Voilà. Je vais laisser, on va démarrer la séquence 1 et voilà, je vais laisser Sylvie vous dérouler. Effectivement, la séquence 1, on vous a mis quelques chiffres de l'INRS. Il y a même un flyer qui existe sur l'INRS sur ces sujets et notamment sur le secteur de la plasturgie, ce qui peut être intéressant de vous fournir, peut-être pour distribuer à vos nouveaux collaborateurs ou en tout cas, c'est de la formation. Alors, comme vous le voyez, au niveau de la profession, il y a 450 000 journées perdues par an, si on peut dire perdues, que ce soit AT ou maladie professionnelle. 55% des accidents sont liés à de la manutention manuelle, 15% à de l'outillage. En moyenne, il y a 60 jours d'arrêt par accident de travail, donc c'est des arrêts plutôt longs quand même. Et puis, 240 jours d'arrêt si on calcule les jours pour les maladies professionnelles. Voilà. Et donc, vous avez par ordre, peut-être revient avant, Claire, merci. Donc, effectivement, on parle toujours des TMS et on en a parlé dans tous les webinaires branches parce que les TMS, c'est quelque chose qui est vraiment, donc, trouble musculo-squelettique, c'est quelque chose de très, très important, quel que soit le secteur d'activité. Donc, c'est plus de 80% des maladies professionnelles, donc c'est énorme. S'il y a une action à faire dans les entreprises, c'est bien sur les TMS. Donc, manutention manuelle, émanation de matière. Donc là, on est beaucoup plus sur le secteur effectivement ciblé plasturgie. Risque d'incendie, donc ça, Marion en parlera tout à l'heure plus précisément. Et en tout cas, donc je vous rappelle, ce petit flyer, on essaiera de vous mettre le lien quand on vous fera passer, quand Claire vous fera passer les diapos. Il m'a semblé assez intéressant que vous l'ayez dans vos entreprises. Du coup, si je peux juste intervenir rapidement pour vous expliquer un petit peu ce webinaire, c'est vrai que quand avec Sylvie, on a commencé à réfléchir à faire aujourd'hui du coup cette thématique orientée de la plasturgie, on s'est dit si on doit prendre 3 grands axes pour ce webinaire, quels sont-ils vraiment ceux qui concernent la plasturgie? Et donc c'est pour ça que Sylvie va commencer par vous parler sur les troubles musculo-squelettiques, qui est un axe donc comme elle dit qui est commun à quand même beaucoup de branches professionnelles puisque voilà en termes de jours d'arrêt, c'est vraiment le plus significatif. Et ensuite, moi, je voulais vous parler des émanations des matières plastiques et du risque incendie qui sont là plus spécifiques à notre profession. Voilà, pour vous compreniez un petit peu la structure de notre échange aujourd'hui. Donc, je laisse Sylvie commencer. Merci Marion. Alors, risque TMS, je pense que vous connaissez très très bien ce genre de problématique. Donc, on est sur du mal de dos, douleur de membres, ça peut être le syndrome du canal carpien. Il y a vraiment des choses comme ça, on le verra un peu plus tard. Après, sur le secteur de la plasturgie, donc on a les TMS évidemment en tête, mais coupure, écrasement, brûlure, risque chimique, intoxication et la notion de bruit. Effectivement, le bruit peut être assez important. Donc, si on passe la diapo suivante, Claire, voilà, je vous ai remis la définition des troubles musculo-squelettiques. Enfin, ce n'est pas la définition, mais sur la première cause de maladie professionnelle dans le secteur de la plasturgie, comme dans beaucoup de secteurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, selon l'INRS.
Alors là, c'est là où je vous ai repris la définition parce que c'est aussi intéressant de poser très concrètement les choses. Donc, ça peut entraîner une perte de fonction du système musculo-squelettique. La difficulté, je pense qu'on a avec les TMS, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose qui se produit immédiatement. Hein. Un accident du travail, une coupure, par exemple, ben on va le voir, ça va marquer les esprits. Les TMS, ça peut être beaucoup plus long à se mettre en place, ça peut être des mois, des années, voire des dizaines d'années. Et donc, pour sensibiliser au TMS, c'est plus compliqué, très concrètement. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment en parler. Et on est dans un programme de culture de la prévention dans les entreprises. Et les TMS sont vraiment, c'est au cœur de ce sujet. Hein. Alors, là, on vous a posé les pourcentages, effectivement. Donc, c'est 38% syndrome du canal carpien, 30% l'épaule, hein, la rotation au niveau des épaules, 22% le coude. Voilà, ça, c'est les principaux. Mais ce qui ressort également à de nombreuses reprises, c'est le mal de dos. Et ça, vous devez le voir assez régulièrement avec vos équipes. C'est vrai que l'épaule, ça se manifeste beaucoup en tirant des bacs, par exemple, en faisant un faux mouvement, en levant les bras pour tirer une manette ou quelque chose. Voilà, ça, c'est les épaules. Donc, le positionnement, enfin, son positionnement avant de faire le geste est vraiment très important. Parce que si on est bien positionné, normalement, et que la charge, évidemment, est raisonnable, il n'y a pas de raison de se faire mal. Donc, souvent, les gens, nous, on s'en aperçoit, enfin, Marion, je ne sais pas si tu vois ça, mais les gens veulent aller assez vite sans forcément qu'il y ait une pression de l'entreprise, hein, avec une cadence, etc. Mais parce qu'on a tellement l'habitude de ce travail, de faire le geste, que les gens ne prennent pas le temps de le faire, en fait, le temps raisonnable. Et il me semble que là-dessus, on peut vraiment travailler parce que c'est des fois tout simplement prendre son temps. Alors, je ne dis pas de s'endormir, hein, mais prendre son temps pour faire les choses parce qu'on a le temps de le faire et on se fait beaucoup moins mal. Alors, ce qui est intéressant pour travailler les TMS, c'est vraiment de déplacer le risque pour repenser globalement l'organisation du travail. Donc, avoir quand même une hauteur de vue pour voir ce qui peut être amélioré et pas seulement la machine, le geste, le port de charge que l'on fait. C'est globalement, on est toujours, hein, bien sûr, dans déjà éviter les risques. Et quand on ne peut pas les éviter, bah, effectivement, prendre toutes les mesures qui peuvent aider à la manutention. Il est vraiment important, effectivement, d'impliquer les collaborateurs dans la démarche parce que c'est quand même eux qui font ces gestes au quotidien. Et c'est quelque chose, normalement, ils savent. Après, ils savent ce qui peut leur faire mal et ce qui ne leur fait pas mal. La difficulté parfois, c'est de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Donc, essayer toujours de à la fois impliquer, mais essayer de faire prendre du recul pour ces sujets-là, pour repenser l'organisation du travail et la manutention. Et puis, évidemment, automatiser les manutentions tant qu'on le peut, c'est quand même l'idéal, effectivement. Alors, sur les coupures, écrasements, brûlures, donc ça, bah, on a effectivement, c'est souvent lié quand même à des dysfonctionnements pratiques, des petites choses qui dysfonctionnent soit au sein d'une machine, soit au niveau de l'organisation. Donc, c'est pour ça qu'on met protecteur fixe, mobile, barrage immatériel, laser, tapis sensible. Voilà, il peut y avoir des dysfonctionnements par rapport à ça, ou l'absence carrément de protection finalement. Zone de circulation piétonne, donc effectivement au niveau des machines, c'est-à-dire est-ce qu'on a une zone piétonne vraiment dans l'entreprise, comment elle se manifeste, est-ce qu'elle est suffisamment loin des machines. Toute la signalétique est effectivement très importante dans ce domaine.
on a également la formation à l'utilisation des équipements, ce qui est parfois difficile hein, lorsqu'une personne arrive, on lui présente son poste de travail, on lui a présenté un peu l'entreprise, et puis des fois, on va assez vite sur ces sujets. Et pourtant, les accidents, les dysfonctionnements arrivent souvent avec des gens aussi qui sont en intérim, qui se prennent juste leur poste. Donc, ce temps-là d'adaptation et de formation et d'explication et de réponse aux questions de la personne, c'est vraiment très, très important. Et puis, absence d'équipement de protection, bon, évidemment, quand on doit toucher quelque chose de chaud, ben, il est très important de prendre des gants de protection et d'une façon générale, les EPI. Bon, c'est quelque chose en général quand même qui sont, c'est quand même bien respecté les EPI maintenant. Les personnes sont vraiment ont été sensibilisées depuis longtemps sur le sujet. Hein. Ce qu'on peut remarquer, c'est que des fois, les EPI, alors casques, les vestes de protection aussi, des choses comme ça, le fait que ce soit floqué au nom de l'entreprise, ça permet aussi aux personnes de s'identifier à l'entreprise et de dire, voilà, on est tous responsables de notre sécurité et de celle des autres. Enfin, il y a un peu ce phénomène-là, donc ce n'est pas inintéressant dans ce domaine. Après, il y a toujours des problématiques. Une personne, par exemple, qui va souder quelque chose et puis qui va revenir sur son travail et elle aurait enlevé sa visière et là, l'éclat va partir et lui faire mal à l'œil ou au visage. Donc, bon, voilà, c'est aussi prendre son temps de faire son travail. Je pense que ça, c'est très, très important dans ces exemples-là. Alors, là, on va vous interroger. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, puisqu'on est sur un partage d'expérience hein. Donc, l'idée, c'est aussi que vous vous connectiez entre vous par rapport à l'expérience que vous avez de terrain. Hein. Donc, on vous pose 2 questions. Avez-vous des exemples d'actions mises en place qui ont été fructueuses ou d'autres actions que vous avez testées qui n'ont pas marché hein. C'est aussi intéressant de voir les deux. Hein. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Vous pouvez aussi utiliser le chat à votre droite pour discuter. Quels exemples vous pouvez nous donner de mise en place de protection, donc notamment sur coupure, écrasement, brûlure? Non, moi j'aurais aussi une question du coup pour est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des tables d'entretien pour les moules, notamment les moules d'injection? Parce que je sais que nous, on a souvent des retours là-dessus que pour les moules, au niveau des monteurs régleurs, et ben parfois voilà, on peut avoir des douleurs aux épaules, notamment parce que des fois pour les ouvrir, ça demande quand même pas mal de force. Et je sais qu'il y a des tables justement d'entretien pour justement écarter ça de façon manuelle. Et alors, j'avais eu une entreprise qui me disait qu'ils avaient fait cet investissement, qu'ils avaient eu les tables, mais que finalement, ça s'était pas du tout, enfin, la prise en main n'avait pas du tout été faite et que bah, les monteurs régleurs n'avaient pas voulu utiliser cet équipement-là. Et du coup, je serais assez intéressée de savoir si parmi vous, il y en a qui ont ces tables-là, s'ils ont des modèles à recommander, s'il a fallu me faire une grosse formation ou pas, parce que c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai pas encore de retour d'expérience. Et bon, bah, quand je regarde la théorie, ça a l'air quand même d'être plutôt intéressant comme produit sur le risque d'écrasement et puis enfin, les risques de troubles musculo-squelettiques. On a un deuxième exercice alors. Alors, deuxième exercice. Quels sont les… Alors, vous avez déjà répondu un petit peu tout à l'heure, hein, mais quelles situations à risque avez-vous identifiées dans votre entreprise? Donc, on a dit brûlure, hein, on vient de l'évoquer. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Le réveil musculaire, c'est quelque chose qui marche bien. Hein. C'est vraiment quelque chose qui marche bien et je partage tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est à la fois, c'est pas facile de le faire accepter au départ. En revanche, l'inertie de départ, on a l'inertie à l'arrivée aussi. C'est-à-dire qu'une fois que c'est accepté, les gens le font systématiquement. C'est un peu dur de mettre en place et pourtant, c'est vraiment intéressant. Ce qui peut être intéressant pour la mise en place, c'est de le présenter comme un test sur 3 mois et de faire le lien avec un petit atelier d'information. Pourquoi c'est important de faire ça? De faire le lien aussi avec… Parce que
finalement, le réveil musculaire, c'est au travail, mais ça peut être aussi à la maison. Hein. Enfin, je veux dire, c'est toujours intéressant de faire ça et de faire le lien un peu entre les deux. Et du coup, de dire, ben voilà, pendant 3 mois, 6 mois, on le teste, on fait un retour d'expérience avec les collaborateurs. Qu'est-ce que ça a apporté, pourquoi ça n'a pas donné satisfaction, enfin voilà, en étant très cash. Et souvent, c'est quand même adopté au bout de quelques mois. Hein. Mais du coup, le fait de dire on fait un test, c'est moins, oh là là, on va nous obliger à faire ça tous les matins, voilà, on est dans une phase de test. Voilà, ou sur une équipe, ou sur un... Voilà, ça peut être intéressant de le faire un peu comme ça, mais quand même en expliquant, en ayant quand même une petite explication sur les articulations, pourquoi on fait ça, enfin, voilà, sans dire quelque chose de très poussé, mais en tout cas en faisant un petit atelier là-dessus, en expliquant les choses, quoi. Les habitudes ont la vie dure. Hein. C'est vrai que c'est l'image de soi, c'est exactement ce que vous dites, hein, la peur du ridicule, mais en même temps, si tout le monde le fait en même temps. Alors, juste pour donner des éléments de contexte, nous, chez Polivia, là, sur le dernier mois, ben, on a eu plusieurs questions sur la mise en place de salles de sport aussi en entreprise. Du coup, je pense que du coup, c'est quelque chose qui est en train d'émerger quand même. Bon, après, à l'échelon de tous nos adhérents, ça reste quand même relatif, mais en tout cas, c'est des questions qu'on a là en ce moment qu'on n'avait pas eu sur les dernières années. Et sinon, ce qui peut être intéressant aussi, c'est peut-être de profiter aussi d'un effet d'aubaine. Je sais pas, par exemple, il y a la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui aura lieu le 28 avril. Donc, ça peut être aussi l'occasion de lancer ce genre de dynamique-là. Ces journées-là, ça permet de créer une émulsion. Mais en tout cas, moi, j'ai noté. Et du coup, si jamais on a un retour d'une autre entreprise qui lance ça, peut-être que j'arriverai à vous mettre en relation. Mais en tout cas, il n'y a aucun doute sur l'efficacité. C'est évident. Ok. Bon, du coup, maintenant, on va aborder la question de l'incendie. Et du coup, avant d'aborder le risque incendie, du coup, je voudrais un exercice. Donc, est-ce que vous avez pris des mesures contre le risque incendie? Mais surtout, est-ce que chez vous, vous avez déjà eu des départs de feu, des débuts d'accidents, des choses comme ça? Donc, ce qui nous permettra de lancer après la thématique. Donc, on change de sujet. C'est bien ça, parce que la formation sur les extincteurs, alors ça, je ne sais pas s'il y a d'autres entreprises qui peuvent témoigner, mais moi, je vois dans tous les audits et les diagnostics qu'on mène auprès des entreprises de la plasturgie, les extincteurs, ça, je les vois sur les sites, mais les formations aux extincteurs, on les voit beaucoup plus rarement. Retour d'expérience, nous, ce qu'on a, c'est qu'on voit qu'un grand nombre de sinistres, d'accidents, d'incidents ou de défaillances, en fait, sont liés à une absence de contrôle, ou alors un défaut sur l'installation, une non-mise en conformité. Et donc, au final, c'est vrai qu'on a de nombreux risques, donc l'incendie, l'électrisation, l'électrocution, les explosions, les accidents de machines, les accidents des engins, les chutes de hauteur, chutes d'objets, maladies, malaises, pollution accidentelle et tout ça. Il y en a beaucoup qui proviennent donc, de la non-réalisation des vérifications périodiques, du vieillissement aussi du matériel et de la maintenance et des défauts d'installation. Donc bon, là, l'objet d'aujourd'hui, je voulais vraiment faire un focus sur le risque incendie. Et du coup, je vais vraiment faire un focus sur les absences de vérification périodique. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi parler des autres sujets. Mais bon, le temps étant limité, on ne peut pas aborder toutes les questions. Et donc, si on prend plus exactement donc, le cas de l'incendie, on pourra voir sur la prochaine page que il y a quand même pas mal de retours aujourd'hui et qui nous dit que voilà, on a quand même un incendie sur 3 qui a pour origine une défaillance électrique. Donc c'est pour ça en fait que nous, dans la plasturgie, au final, il y a quand même beaucoup de PME, donc des entreprises qui sont quand même aussi relativement petites, puisque du coup, je rappelle que la taille moyenne d'une entreprise en plasturgie, c'est 36 salariés. Et donc, au final, c'est vrai que la défaillance électrique, ça peut s'expliquer aussi parce que parfois, on a des installations qui sont un petit peu vétustes, parfois, on improvise aussi un petit peu, il y a des installations qui peuvent être un peu surchargées. C'est assez fréquent d'avoir des échauffements qui peuvent être à l'origine de bon nombre de départs d'incendie. Et ensuite, je pense que c'est pas à vous, je vais l'apprendre, mais du coup, dans la plasturgie, on a beaucoup de plastique et souvent du carton aussi pour emballer du coup ce qu'on fabrique et que ça brûle très très bien. Donc voilà. Donc là, les retours qu'on a eu aussi, c'est qu'on a 7 entreprises sur 10 qui subissent un incendie, elles disparaissent dans l'année qui suit le sinistre.
Donc ça, c'est parce qu'en fait, ça génère des coûts qui sont très, très, très importants. Il y a il y a des enjeux importants, déjà à l'évidence sur la sécurité du personnel, mais après, on a aussi les dégâts matériels, la sécurité du voisinage, tout ce qui est effet domino aussi, la pollution de l'environnement, l'image de l'entreprise et la pérennité de l'entreprise. Et donc là-dessus, on a des exemples donc, qui viennent d'assureurs, mais qui viennent aussi du Barpi, etc. Et par exemple, il y avait eu un sinistre, c'était en août 2018, d'un bâtiment de pneumatique, et du coup, le coût, c'était 20 millions d'euros. Donc en fait, on comprend bien que cet enjeu-là, du risque d'incendie, il est vraiment majeur, et pour le coup, c'est un risque qui est à la fois sur l'environnement et sur la santé et sécurité des travailleurs. Et voilà. Et nous, ce qu'on trouve assez flagrant, enfin quand même au service SSE, c'est qu'il y a un incendie sur 3 qui a pour origine une défaillance électrique. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien quand on intervient au sein des entreprises, parce que c'est vrai que moi, souvent, je pose la question, je fais, est-ce que vous faites bien vos vérifications annuelles de vos installations électriques? On me dit oui, et puis là, on consulte le rapport, et on se rend compte qu'il y a des non-conformités qui traînent parfois depuis des années et qui sont pas traités en fait, qui sont toujours là, hein. Par exemple, voilà, quand on a un bureau Veritas ou Socotec qui dit clairement noir sur blanc que la mise à la terre n'a pas pu être vérifiée et que en parallèle, on sait que sur certaines presses, on prend systématiquement le jus. Bon, il n'y a pas non plus beaucoup de choses à réfléchir. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des points qui sont importants à regarder là-dedans. Donc, si on regarde un peu plus au niveau des vérifications périodiques, donc le schéma, il apparaît peut-être un petit peu en petit, mais en fait, on a une répartition des causes en pourcentage sur les accidents, donc avec une cause connue, et à plus de 35%. Donc là, vous voyez, donc les barres en bas, les pourcentages, en fait, le chiffre qui est le plus à droite, c'est 40%, donc l'an dernier, c'est 35%. C'est vraiment l'organisation des contrôles. En dessous, on a l'identification des risques. Après, le choix des équipements et des procédés, les procédures et les consignations. Ça, ces 4 éléments-là, on est à supérieur à 30%. Donc, c'est quand même des causes importantes des accidents, donc avec des causes connues. Après, en dessous, on passe à la formation et la qualification du personnel, l'organisation du travail et l'encadrement, la culture de sécurité, communication et prise en compte des retours d'expérience. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu plus mineures. Après, on reste en même sur les accidents avec des causes connues. Il y a quand même de nombreux accidents où on n'arrive pas trop à revenir à l'origine non plus. Donc voilà, et donc on a un rapport du Barpi sur les risques et les incidents, les accidents technologiques en 2021. Et voilà, quand on a ce chiffre-là, 37% des causes profondes proviennent de l'organisation des contrôles. Bien, moi je trouve que c'est un chiffre qui est un petit peu glaçant parce qu'on peut se dire que c'est quand même, plus faisable quand même de faire de la prévention sur ce sujet-là. C'est quelque chose qui est quand même maîtrisable normalement. C'est Voilà, des donc accidents évitables. 37% oui, des c'est ça. accidents sont évitables, c'est ce que tu dis. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, on a les vérifications périodiques, bon, soit elles sont pas faites, soit elles sont faites, mais les réparations adéquates ne sont pas réalisées. Et donc, je voulais pas voir avec vous, donc par exemple, un départ d'incendie sur une surchauffe électrique et aussi des départs d'incendie sur des courts-circuits sur des armoires. Ça, c'est des choses qu'on a assez couramment au final au sein de la plasturgie. Donc, si on regarde par exemple sur la surchauffe électrique, donc là, c'est des cas en fait qui proviennent du Barpi hein, que je voulais dont on discute. Du coup, Claire, si tu peux, merci. Donc là, on avait, ou dans les faits, donc on avait une non-réalisation des vérifications périodiques. Et en fait, on a un feu qui s'est déclaré dans une cuve donc de 12 litres qui contenait un bain de zinc dans une usine de traitement de surface. Et un employé qui se trouve à proximité a détecté le départ de feu. Donc les secours ont mis en place un périmètre de sécurité et ont évacué du coup 3 entreprises. Et donc l'incendie a pu être éteint. Donc après, pendant 1 jour et demi, on a eu 12 personnes qui ont été en chômage technique. Une légère fuite qui a été constatée sur la cuve. La cellule, du coup, des risques chimiques des pompiers ont dû dépoter le réservoir. Les déversements au sol ont été traités avec de l'absorbant. Et donc, on est vraiment sur une surchauffe électrique au niveau du point de contact du passage et du courant sur le bac de traitement. Et en fait, il n'y avait pas eu de contrôle préventif permettant de détecter ce type de problème-là. Donc, voilà, ça, c'est quand même quelque chose. Sur la surchauffe électrique, c'est des choses qui sont malheureusement assez standards dans notre profession. Et donc, ça, c'en est juste une illustration. J'ai une autre illustration aussi
que je trouvais intéressante, c'est là, on a eu un court-circuit sur une armoire où on a un départ d'incendie qui a été fait au niveau d'une armoire électrique, une alarme qui est activée automatiquement. Donc, heureusement, enfin, voilà, on avait cette alarme-là et un agent qui s'est rendu sur place, qui a constaté du coup les fumées dans le local et des flammes dans et au-dessus de l'armoire. Donc, il a utilisé l'extincteur, donc parce qu'il était formé, mais du coup, il y a eu, après 10 minutes, enfin, ça ne fonctionnait pas, il y a eu un échec de l'extinction, il a appelé les secours externes. Et les pompiers, du coup, sont arrivés 20 minutes plus tard, donc 30 minutes après le départ du feu, ils ont réussi à maîtriser le sinistre. Donc là, en fait, on a de la chance parce que c'est quelque chose qui a été assez rapide. Donc là, au final, on a eu juste la perte enfin juste entre guillemets, hein, la perte d'un tableau électrique. Voilà, mais du coup, on a eu quand même voilà, pas mal enfin, une partie de l'installation qui a été mise à l'arrêt parce que voilà, on a constaté quand même pas mal d'avaries. Et donc là-dessus, pareil, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de contrôle préventif qui permettait de détecter ce type de problème-là. Donc après, il existe hein, des solutions de prévention, donc on va en parler, mais c'est quand même un enjeu important de faire au niveau des contrôles. Donc par exemple, on parle J'ai une beaucoup des question, extincteurs. Marion. Oui. Quand il y a quelque chose comme ça, du coup, tu dis il n'y a pas eu enfin, les contrôles n'étaient pas faits systématiquement. Est-ce que les assurances prennent en compte cela? Ah oui. Si les Oui, oui, contrôles oui. sont faits ou pas? Après les assurances, donc ils vont demander donc les rapports s'ils sont faits. Donc après, ce qu'on fait aussi des rapports. Et donc ça va dépendre aussi des assureurs. Nous, les retours qu'on a, c'est qu'on a des assureurs qui vont vraiment mettre le nez dans les rapports et on a des assureurs qui vont se contenter du fait que le rapport est réalisé. Et après là-dessus, ça m'intéresserait quand même de savoir, mais je sais qu'il y a plusieurs contrôles, hein, parce que donc au niveau du légal, on est juste tenu de faire donc les vérifications électriques, mais je sais que par exemple le contrôle de la thermographie, c'est quelque chose qui est exigé par beaucoup d'assureurs en plasturgie, c'est-à-dire que bon là-dessus moi je suis pas technicienne, hein, mais du coup c'est des personnes qui viennent et qui vérifient par infrarouge si justement on n'a pas de la surchauffe de certaines presses, de certains tableaux. Et ça, je sais que c'est quelque chose, c'est imposé par certains assureurs, c'est pas imposé par la réglementation. Donc, je sais qu'en plasturgie, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Et ça m'intéresserait de savoir, là, si parmi les participants, si vous savez si vous faites justement la thermographie ou pas, et du coup, si ça a révélé, par exemple, des problèmes chez vous et que vous avez pu prendre des mesures. Peut-être qu'on peut en parler maintenant et puis après on parlera du slide à l'écran après. Est-ce que, je sais pas, il y en a qui veulent ouvrir les micros ou nous écrire par message, ce genre de choses? Bon, bon, le premier moyen de prévention, bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, du coup, c'est les extincteurs. Donc évidemment, hein, c'est quand même quelque chose qui est essentiel, mais il y a quand même des risques. C'est notamment par exemple, si vous mettez des extincteurs qui ne correspondent pas au risque. Là, on a parlé beaucoup d'extincteurs CO2, mais parfois, enfin, je sais pas, c'est pas les bons. Parfois, on peut avoir un manque de suivi d'entretien, mais puis l'impossibilité d'accès à l'équipement, ça, c'est quand même un problème qu'on voit encore beaucoup dans beaucoup d'entreprises où les extincteurs sont encombrés. Et après, sinon, là, je ne l'ai pas noté, mais c'est vrai que le gros risque aussi, c'est le manque de formation, parce que c'est pas le tout d'avoir des extincteurs, mais c'est vrai que si vous avez des salariés qui n'ont jamais manipulé un extincteur, et ben effectivement, ça annihile quand même beaucoup, beaucoup de votre prévention. Donc après, en termes d'obligations réglementaires, vous avez le contrôle annuel des extincteurs. Au-delà de ça, il y a la conformité aussi ICPE, vous avez des règles d'implantation à respecter, donc la formation des salariés. La formation, bien que ce soit une obligation légale et réglementaire, au final, on ne la voit malheureusement pas assez en pratique. Voilà. Et du coup, on peut avoir aussi, enfin voilà, en cause d'accident, si le matériel il est défectueux, s'il est inadapté, et donc le manque de connaissance du matériel et de son implantation. Donc voilà. Donc après, il y a des mesures de prévention hein, quand même. Déjà, vos extincteurs, de vérifier aussi qu'ils soient bien CE. Enfin, ça, c'est la base, hein, mais que vous ayez une formation aussi générale et puis spécifique aussi des personnes clés aussi dans votre entreprise. Que le plan d'implantation, que vous ayez fait des exercices en situation, et puis aussi voir, par exemple, la personne qui vient vous installer les extincteurs, elle a les retours d'expérience parce qu'elle installe des extincteurs tous les jours. Donc, c'est aussi des personnes clés sur lesquelles vous pouvez vous appuyer aussi. Donc, voilà le point, moi, que je... Peut-être une question, enfin, je n'ai pas la réponse, mais peut-être que quelqu'un dans la salle, là,
si on fait le rapport de former tout le monde, qu'est-ce que ça coûte de former une personne à la manipulation d'extincteurs dans une formation collective? Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a cette réponse? Enfin, en tout cas, parce que c'est quelques heures de formation, j'imagine, ce n'est pas 2 jours de formation pour être formé sur des extincteurs. Est-ce que quelqu'un a la réponse à ma question? Je pose cette question parce que parfois le coût est assez minime pour former tout le monde sur quelque chose et finalement on ne le fait pas parce que effectivement en termes d'organisation ça prend un peu de temps, il faut sortir les gens de leur poste de travail, il faut l'organiser, c'est toujours un peu compliqué. Mais en termes de coût parfois c'est pas énorme et le bénéfice on voit bien avec ce que tu dis Marion est quand même assez important. Sur ces enjeux de risque incendie, vraiment, bon, ce qui est lié, nous, à notre profession, c'est quand même principalement aussi avec le stockage des matières plastiques et puis du coup de tous les consommables qui vont avec. Et puis du coup, le risque électrique, comme je vous le disais. On a d'autres sujets sur le stockage de bouteilles et réservoirs de gaz. Donc, on a encore quelques entreprises qui ont ce genre de stockage-là. Donc, là où vous avez souligné, c'est parce que vous avez un lien vers une fiche de l'INRS. On a encore aussi des sites où il y a des chaufferies. Après, c'est assez moindre en plasturgie parce qu'au final, les outils de production souvent assurent la partie chauffage. Mais bon, on a quand même des sites qui ont des chaudières. Les parties bennes à déchets aussi, ça peut arriver du coup qu'on ait des départs de feu. Et pour les gros sites aussi, les locaux de charge de batterie aussi peuvent entraîner quelques risques. Donc là, on passe sur un enjeu qui est vraiment santé-sécurité au travail. Et du coup, je voulais vous parler des enjeux de la combustion de la matière plastique. Là, on est sur un enjeu, finalement, en fonction des régions dans lesquelles on est, qui est plus ou moins connu. Et curieusement, dans la région Aura, on ne le connaît pas trop. Pourtant, on est quand même sur le bassin de la plasturgie. Et nous, ce qu'on constate quand même chez Polivia, c'est qu'au final, l'inspection du travail, les CARSAT, etc., sur toutes les autres régions de France sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus au point sur ce risque-là que dans notre région à nous. Comme quoi, on est peut-être les cordonniers les moins bien chaussés. Donc, en fait, au niveau de la combustion des matières plastiques, vous allez me dire que le travail des matières plastiques, normalement, on ne vient pas brûler la matière, on vient juste la chauffer. Ça, je vous l'accorde, sauf que sur certains procédés, comme les purges de presse, eh bien, on va avoir notamment des émanations gazeuses. Et du coup, en fait, le travail du plastique entraîne des émanations de différentes substances chimiques qui vont être dangereuses. Et après, en fonction de vos process, on va avoir des concentrations en quantité variable et en fonction aussi des quantités qui sont mises en œuvre. Et donc là-dessus, bon, en termes d'outils, on a 2 outils qui sont quand même très intéressants. On a une note de l'INRS, donc c'est la 2097, sur les produits de dégradation thermique des matières plastiques. Et donc là, ça donne des éléments de contexte généraux vraiment sur la chauffe des matières plastiques, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les substances qui sont le plus susceptibles d'être émises, à quelle température, etc. Et surtout, on a la base des données plastiques, risque et analyse thermique. Et alors, cette base-là, si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller la voir parce que ça va vous permettre de caractériser votre exposition potentielle. C'est-à-dire que dedans, on a des fiches matières, donc je crois qu'on en a à peu près une quinzaine. Donc, par exemple, si vous travaillez du PET, on va vous dire la dégradation du PET. On va vous dire jusqu'à cette température-là, c'est bon, on n'émet pas trop de substances. Et puis, au-delà de cette température, on va émettre telle substance chimique, etc. Et ça fonctionne comme ça par palier. Et en fait, effectivement, derrière, l'idée, c'est d'analyser un petit peu vos process. Et donc, voilà, si notamment vous faites du thermoformage, là, on ne va pas monter beaucoup en température, donc les risques sont plutôt limités. Mais voilà, en fonction de vos process, derrière, les risques sont plus ou moins limités. Et en fonction aussi des matières. Par exemple, si vous travaillez du pomme, là, on n'est pas du tout non plus dans les mêmes risques. Donc, voilà. Et donc, en termes de démarche de prévention, l'idée, déjà, en premier, et c'est vrai que ça, c'est ce qu'on regrette, nous, chez Polivia, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui l'ont fait. Donc, on voit sur la page suivante, la première étape est vraiment d'identifier ces substances. Donc, soit via les guides, ou alors encore mieux par une campagne de mesure. Et après, du coup, c'est d'identifier s'il y a un risque. Donc là, toujours encore une fois, par les guides que je vous ai précités, ou alors on peut se référer aussi aux valeurs limites d'exposition professionnelle. L'idéal, c'est quand même de faire une campagne de mesure parce que du coup, vous avez du coup, voilà, des professionnels aussi qui font ces mesures et qui ont en référence justement toutes ces valeurs limites et toutes ces valeurs guides et qui vont pouvoir vous dire, attention, là, vous avez un sujet,
Voilà. Donc après, là-dessus, c'est intéressant, moi, je trouve, de faire toutes ces mesures parce que c'est pas forcément à toutes les étapes du travail qu'on va avoir un risque, mais ça peut être sur certaines étapes et du coup, ça signifie que vous avez peut-être certains postes au sein de vos entreprises qui sont particulièrement exposés. Et donc après, l'idée, c'est d'appliquer les mesures de prévention, hein, ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Donc la meilleure mesure, c'est de capter à la source ces substances. Bon, enfin, la meilleure des mesures, c'est de changer de substance, mais bon, des fois, on ne peut pas, hein. Donc après, l'idée, c'est de capter à la source ces substances, notamment avec des extractions d'air au niveau des machines, voire de l'atelier. On peut prévoir aussi une ventilation suffisante aussi. Vous pouvez, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit si c'est notamment quand on fait les purges, mais aussi au niveau du nettoyage des bus, des filtres, des vis, des fourreaux, des matrices d'extrusion, enfin des moules, de toutes les pièces qui peuvent être utilisées pendant le cycle de transformation. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises où on va venir nettoyer ces pièces-là au chalumeau, directement au niveau de la presse, par les monteurs-régleurs. Et du coup, là, clairement, bon, en général, en plus, c'est toujours fait de façon plus ou moins contrôlée en montant sur des escabeaux. Donc ça, il y a un risque de chute aussi qui est là-dessus, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, ces opérateurs-là, en tout cas, se prennent à toutes ces fumées, parce que là, pour le coup, on est vraiment, la matière plastique, elle est dégradée, hein, elle est brûlée, donc il n'y a pas de négociation possible, on va dire, là-dessus, je suis très certaine de moi. Et donc, une des bonnes pratiques aussi, c'est de prévoir donc, un four de nettoyage, c'est-à-dire que du coup, toutes ces pièces-là, au lieu d'aller les nettoyer directement sur le poste, c'est de les enlever et d'aller les faire nettoyer du coup dans ce four, où du coup, vous voyez, je vous ai mis une image là un petit peu, mais vous avez des extractions d'air, voilà. Ou alors, vous pouvez prévoir une zone de travail sous extraction d'air, sous une Sorbonne, par exemple, pour la maintenance, pour ces opérations-là. Voir si vraiment, aller faire ces opérations dehors aussi. On voit, il y a des sites qui font ça. Donc voilà, enfin, il existe quand même différentes mesures de prévention en fonction des moyens que vous pouvez mettre en place. Mais l'idée, il faut vraiment, enfin vraiment, pour moi, c'est vraiment un risque très important. Je vois en commentaire, du problème va s'accélérer avec l'utilisation des plastiques recyclés, hein, qui ont des provenances qui sont diverses, où effectivement, parfois, on n'a pas forcément toute l'information sur les impuretés, et c'est tout à fait vrai. Mais c'est aussi un problème avec les plastiques vierges, ça je vous l'affirme, sur certaines des pratiques. Voilà, enfin, le nettoyage des vis, ça émet des substances dangereuses et ça en émettra toujours, que vous preniez du vierge ou du recyclé. Voilà, et donc sachez ça que dans beaucoup d'entreprises qui ne sont pas situées en Auvergne-Rhône-Alpes, on a l'inspection du travail qui impose de faire ces campagnes de mesure. On a des CARSAT qui font des injonctions de mettre en place du coup des extractions d'air, etc., etc. Donc je serais très intéressée de savoir là si dans les participants, du coup, c'est des choses où voilà, vous vous êtes saisi du problème. Est-ce que vous avez, enfin voilà, est-ce que vous avez eu des retours? Parce que bon, de deux choses l'une, soit ce risque n'est pas du tout pris en compte au sein de vos entreprises, et bon, vous n'avez pas de, enfin, voilà, vous n'avez pas eu de remontée de salariés, vous n'avez pas eu de remontée officielle, et vous pouvez vous dire, bon, on peut encore essayer de continuer comme ça. Mais bon, il y a quand même, enfin, voilà, des enjeux forts au niveau de la santé et sécurité de vos travailleurs. En plus, globalement, on est quand même sur une population souvent qui est quand même vieillissante aussi. Et du coup, si c'est des maladies professionnelles, ça a tendance à se déclencher quand même un peu plus quand on est âgé que quand on a 20 ans. Il y a un problème aussi d'attractivité aussi des filières industrielles. Et du coup, on peut reconnaître aussi que voilà, les jeunes salariés sont aussi beaucoup plus méfiants sur ces choses-là et de travailler donc, voilà, avec un risque chimique. Et enfin voilà, donc enfin, pour moi, c'est quand même un enjeu très important de la plasturgie en termes de santé sécurité au travail. Et du coup, je veux bien qu'on échange dessus, si vous le souhaitez. Juste, pour ces installations d'aération, si vous les mettez en place, il faut les maintenir en bon état de fonctionnement, hein, évidemment. Et il y a des contrôles réguliers qui sont à mettre en œuvre. Donc là-dessus, je vous ai mis les références. Vous aurez les supports, donc vous pouvez cliquer sur les liens. On a des références donc, du Code du travail et on a un vieil arrêté qui date de 1987, mais qui est toujours en vigueur, qui nous dit justement qu'il faut qu'on fasse des contrôles. Parce que, par exemple, si vous avez mis en place des Sorbonnes pour filtrer telle quantité de substances chimiques par mètre cube, et il faut bien vérifier de temps en temps si elle filtre bien ça et si c'est bien suffisant pour votre atelier. Voilà, je vous ai posé un certain nombre de questions sur la page suivante. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que dans les réponses, est-ce qu'il y en a juste dans les commentaires? Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, sur la première question, qui est-ce qui a fait des mesures? Est-ce qu'il y a des personnes qui
qui pensent, ou qui sont en train de faire des travaux pour justement installer des extractions d'air qui pourraient nous éclairer sur les devis, les coûts, quelles contraintes il peut y avoir et quels bénéfices. Bon, j'ai d'autres sujets sur le risque chimique lié aux matières plastiques. Peut-être qu'on peut les aborder maintenant. Donc, on a des risques chimiques aussi liés à certaines matières plastiques, notamment les résines et mélanges prêts à l'emploi, parce que n'oublions pas, on a quand même aussi toute la partie composite. Voilà, parce que du coup, on peut avoir des risques au cours de la mise en œuvre, donc notamment par l'émission de poussière, le contact cutané ou l'inhalation, l'explosivité des poussières, évidemment, l'électricité statique. Voilà, donc là-dessus, c'est vrai que sur les résines aussi, c'est pas quelque chose qui est négligeable. Et du coup, je voulais vous faire aussi un petit point sur le styrène, mais je ne sais pas si là, dans les personnes qui sont connectées, vous êtes vraiment concernés. Mais du coup, c'est un composé organique qui est utilisé dans la fabrication de polystyrène et de matériaux composites. Donc, je sais que notamment dans le sud de la France, enfin même dans l'ouest, c'est quand même un gros enjeu parce que du coup, on a tous les fabricants de piscines et puis après tous les fabricants aussi de coques de bateaux qui sont là-dedans. Et donc, c'est vrai qu'on a des régions qui se sont un peu plus sensibilisées là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'on a une nouvelle valeur limite d'exposition. Bon, quand je dis nouvelle, c'est depuis 2019 quand même, hein, mais bon, on a encore des entreprises qui le découvrent. Où avant, on était à 50 particules par minute pour 8 heures et du coup, qui est passé à 23. Donc, ça a bien diminué. Et on a aussi une valeur de limite d'exposition à court terme qui a été mise en place. Et donc, ces valeurs sont devenues contraignantes depuis le 1er janvier 2019. Donc, comme vous pouvez le voir, là en bas, je vous ai mis, c'est la CARSAT du Pays de Loire parce que là-bas, on fabrique beaucoup de bateaux, qui s'est vraiment saisi du sujet. Ils ont tout un dossier qui est extrêmement intéressant aussi sur la prévention de ce risque. Et du coup, il y a pas mal de choses. Bon, la première chose, c'est déjà la substitution du styrène dans l'idéal, mais après, il y a des circuits fermés qui ont été mis en place aussi, de mettre en place des systèmes de captage à la source. La façon aussi d'organiser le travail, c'est ça. Voilà, on a quand même des entreprises de composite en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour le coup, il y a eu des accompagnements très personnalisés qui ont été faits par le réseau des CARSAT, donc j'y reviendrai là-dessus un peu plus tard, qui sont, qui ont été très importants. Et du coup, je pense qu'il y a quand même la majorité des entreprises qui se sont beaucoup améliorées sur ce sujet-là. Parce que pareil, sur le styrène, du coup, on a une formation qui est obligatoire des salariés. Et du coup, je voulais attirer votre attention sur une autre substance, donc c'est la page d'après, qui sont les diisocyanates. Parce que là, je pense que c'est un peu le futur styrène, entre guillemets, puisque du coup, on a une formation obligatoire et qui commence là cet été, hein, donc pour une utilisation sûre de ces substances-là. Et donc, c'est pour tous les usages donc, industriels et professionnels des diisocyanates, donc qui pourront être utilisés donc à partir du 24 août 2023, donc c'est à partir de cet été, dès lors qu'on veut utiliser les diisocyanates en concentration supérieure à 0,1% en poids, eh bien c'est possible uniquement si on a une formation sur l'utilisation sûre de cette substance-là. Et donc voilà. Et donc tout ça, normalement, le matériel et les cours de formation, ça va être fourni par le fournisseur du produit dans la langue du pays dans lequel le produit est fourni. Et donc il y a 3 niveaux de formation, générale, intermédiaire ou avancée, qui dépendent des utilisations prévues. Si on est juste dans l'application, dans la manipulation, etc. Donc tout ça, c'est assez bien fait. Il y a une plateforme de formation en ligne qui a été mise en place. Donc là, vous avez le lien. La formation est disponible dans à peu près toutes les langues européennes. Et là-dessus, il y a les fédérations européennes en fait, des produits chimiques qui se sont clairement mis dessus. Et du coup, vous avez tout plein de formations en ligne qui sont disponibles aujourd'hui. Et dès lors que c'est agréé par une des formations européennes, on est pas mal. Mais on commence à recevoir des questions là-dessus. Voilà, ça vient de la réglementation REACH, donc ça vient de la réglementation des produits chimiques. Et donc ça, je pense que dans les années à venir, on va avoir de plus en plus de substances qui vont être concernées comme ça. Moi, je ne suis pas une spécialiste du risque ATEX, mais après, pour autant, le risque ATEX, il existe dans la plasturgie, ça c'est sûr et certain, et notamment au niveau des poussières, et notamment voilà, pour les activités de broyage, ce genre de choses. Il y a un guide que la fédération avait réalisé, donc qui date de 2011, donc il est un petit peu ancien. Mais comme la réglementation n'a pas changé depuis, il est encore actualisé. Si vous voulez, je vous l'enverrai dans la foulée. C'est pour l'instant le guide qui fait référence pour moi sur la plasturgie. Et
Enfin, oui, si. Enfin, clairement, aujourd'hui, les études ATEX, enfin, il faudrait faire une évaluation des risques avec une étude ATEX, notamment, du coup, si vous dites que vous avez des zones avec pas mal de poussière. Après, moi, j'ai pas les données sur l'explosivité des poussières de plastique. Je sais pas si dans la salle, il y en a qui ont fait leurs études ATEX ou pas trop. Du coup, en action de prévention et d'outils disponibles, ça, je voulais vous en parler parce que c'est quand même extrêmement intéressant et là, je veux parler peut-être au portefeuille aussi. Le réseau des CARSAT, il est très présent pour accompagner les entreprises sur ces risques. Donc, je sais que pour les troubles musculo-squelettiques, ils ont tout un programme. Peut-être que Sylvie on pourra mieux en parler que moi. Mais sur le risque chimique, en fait, en fonction de votre taille et de votre profil, il est possible d'avoir un accompagnement, par exemple sur une campagne de mesure, sur la formation du personnel, sur les mesures opérationnelles de prévention. Ils peuvent prendre en charge, par exemple, une partie de vos extractions d'air. C'est tout à fait possible. Donc, soit vous pouvez mettre en place un contrat de prévention entreprise. Donc là, c'est pour les entreprises qui sont, il me semble, entre 50 et 250 salariés. Parce que du coup, il faut qu'on ait une convention nationale d'objectifs qui soit signée avec la CARSAT. Et là, on est sur la fin de la dernière convention. Il y en a une nouvelle qui va être signée. Donc, la branche de la plasturgie est dedans. Et donc, voilà, c'est possible de faire un contrat de prévention. Et sinon, on peut avoir des programmes régionaux. Donc, ça, c'est vraiment à voir avec votre CARSAT. Donc, par exemple, là en dessous, je vous ai mis le lien du coup des accompagnements en oral de la CARSAT pour la plasturgie. Mais en tout cas, le risque chimique, il a toujours été pris en compte par les CARSAT et je pense qu'il le sera toujours parce que c'est un tel enjeu. Et voilà, on a eu des retours d'entreprises qui nous ont dit que bah, voilà, les CARSAT étaient intervenus. Après, juste un petit point, je tiens à dire, c'est que la CARSAT, euh, c'est c'est- 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 c'est des agents de l'État, enfin, c'est des personnes quand même officielles qui viennent chez vous. Et donc, par exemple, si vous voulez les faire venir chez vous sur un risque chimique, mais qu'à côté de ça, par exemple, vous n'avez pas d'extincteur, enfin, qu'il y a des risques électriques qui sont évidents, eux, ils ne pourront pas fermer les yeux sur la moitié de vos risques. Enfin, si vous faites venir la CARSAT chez vous, vous faites venir un agent en prévention professionnelle de la santé et sécurité au travail. Eux, leur seul but dans la vie, c'est qu'il n'y ait pas d'accident du travail et pas de maladie professionnelle. Et donc, ils ne pourront pas intervenir pour vous aider, par exemple, sur juste les troubles musculo-squelettiques s'ils voient à côté de ça un énorme autre problème. Donc voilà, donc en tout cas, les CARSAT, c'est vraiment un réseau sur lequel vous pouvez compter et ils aident beaucoup les petites entreprises. Donc si, voilà, sur le sujet notamment des émanations de matières plastiques, moi je vous invite vraiment à travailler avec eux parce que c'est vraiment des personnes clés et en termes de financement, ça peut beaucoup, beaucoup vous aider et décanter des choses. Oui, on vous a remis, mais c'est des choses que vous avez peut-être sur le marquage au sol, les différentes couleurs au niveau de la circulation, les zones de stockage, l'avertissement de danger, les interdictions évidemment, l'information direction, produits chimiques. Donc vous avez, parce que on s'aperçoit quand même que c'est pas systématique hein, le marquage au sol, et c'est quand même une mesure de prévention assez essentielle. Hein. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait vous le rappeler, en tout cas dans cette diapo. Vous aurez toutes les informations sur le support que vous allez recevoir. Et puis, peut-être que l'on peut toujours insister sur le fait, alors bien sûr le port des EPI, mais l'accueil des nouveaux salariés qui est pour nous quand même primordial sur la prévention et la sécurité. Une façon aussi d'associer, de faire avancer la SST, c'est vraiment de trouver des alliés et le CSE peut en être un. Hein. Il peut y avoir d'autres gens dans l'entreprise, mais des gens tout simplement assez sensibles à cette problématique-là. Et c'est vraiment intéressant de travailler avec des gens qui ont cette fibre en fait sur la santé sécurité au travail. C'est sûr que le CSE, c'est une instance qui est, si vous avez un CSE bien sûr, qui est majeur dans ce travail-là, et trouver des alliés. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées, expérimenter d'autres choses pour essayer justement de diffuser au plus près du terrain cette prévention des risques au travail. Donc, je rappelle le programme, on est sur la prévention des risques, mais vraiment la culture de la prévention. Hein. Donc, juste pour remettre le cadre, c'est on s'aperçoit que la prévention commence à être quand même bien écoutée et appliquée dans les entreprises, mais passer à une culture de prévention, c'est-à-dire que tous les acteurs de l'entreprise sont sensibilisés à ça
et se protègent leurs collègues et l'ensemble du personnel de l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment passer à cette culture de la prévention, ce qui n'est pas forcément évident. Surtout, j'insiste aussi sur le fait que merci d'être connecté, merci d'être là, mais aussi le fait que voilà, il porte sur la culture de prévention. Donc le but, c'est que ce parcours et puis les apports, j'espère que vous aurez, que vous avez eu du parcours aussi, vous permettent aussi d'impliquer les salariés et puis aussi d'informer les membres du CSE. Voilà, c'est un parcours qui est vraiment à viser à ce que tout le monde puisse participer et puis apprendre, en fait, peu importe la fonction qu'il occupe dans l'entreprise. Voilà. On va essayer de tenir le timing. On reste bien évidemment à votre écoute, Marion, Sylvie et moi. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je passe à la suite pour vous expliquer voilà, les prochaines étapes du parcours santé au travail. On vous écoute si vous avez des questions. Eh bien, les webinaires, voilà, les ateliers webinaires, ça se termine puisque c'était le dernier de la série du parcours santé-sécurité au travail. Donc, ça a été un plaisir, en tout cas, avec nos branches, avec Sylvie, d'animer et de pouvoir interagir avec vous lors de ces ateliers webinaires, voilà, où le partage et le retour d'expérience était, voilà, c'était le maître mot, les maîtres mots. Il reste une action en termes d'animation, d'ateliers webinaires. On a organisé la matinale retour d'expérience sur Lyon. Ça, c'était le 17 janvier. Et celle sur Rion, qui a été décalée, mais en fait, elle va avoir lieu le 25 avril. Et donc, c'est bien à l'UNICEM Auvergne. Donc, voilà, vous avez l'adresse. Je vais vous envoyer l'invitation si vous souhaitez vous y inscrire. Donc, cette fois-ci, c'est en présentiel. On vous accueille à partir de 8h30 et c'est de 9h à midi. Et là, on pourra se rencontrer pas en visio, mais voilà, en présentiel et puis interagir ensemble. Et c'est pareil, c'est des thèmes clés avec du partage, des exercices et de pouvoir se rencontrer voilà, et d'interagir ensemble. Ces webinaires, comme d'habitude, donc voilà, ils seront mis en place sur la chaîne YouTube en replay sur la chaîne YouTube du Mouvement des entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes. On va revenir une minute sur les actions à venir. Donc là, voilà, la partie, tout ce qui est atelier webinaire, vous l'avez compris, et puis matinale retour d'expérience, ça se termine bientôt, donc d'ici fin avril. En fin 2023, début 2024, on va faire, comment dire, on va nous aussi tirer nos retours d'expérience de ce parcours et on va livrer, enfin voilà, écrire et avec vous également un recueil d'expériences et de bonnes pratiques pour matérialiser ce beau parcours. Je me permettrai voilà, de vous envoyer encore des petits questionnaires ou vous appeler pour pouvoir qu'on puisse alimenter au mieux voilà, ce recueil d'expériences et de bonnes pratiques durant voilà, les mois qui suivent. Donc, je me permettrai de vous envoyer des questionnaires, des appels. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez par retour de mail, si vous voulez m'envoyer un mail pour me dire votre expérience, qu'est-ce que vous avez pensé du parcours, quels sont également, ça me servira les points clés que vous voulez voir dans ce livrable, donc dans ce recueil retour d'expérience et de bonnes pratiques qui a la visée d'être publié à tout le monde, donc toutes les branches, voilà, pas que les branches partenaires, mais toutes les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous pouvez me faire un petit mail, ça sera avec grand plaisir. On prendra en compte vos remarques dans ce recueil d'expérience et de bonnes pratiques. Vous avez donc mon contact, encore une fois, les contacts également des branches professionnelles partenaires. Et donc, à l'issue lorsqu'on aura rédigé voilà, ce recueil d'expériences et de bonnes pratiques et que le parcours
sera terminé, qu'on aura tiré les enseignements, on vous invitera également à un événement de lancement du recueil de bonnes pratiques et de clôture du coup du parcours. Donc ça sera plus aux alentours normalement d'avril-mai 2024. Donc voilà, c'est dans longtemps, mais ça vous donne une vision des actions qu'on mène et qui restent à mener. On vous remercie encore grandement pour votre participation, d'avoir été aussi fidèles et connectés. On vous attend nombreux le 25 avril à Rion. Voilà, pour se rencontrer et échanger ensemble. Merci à nos branches professionnelles partenaires. Merci à Sylvie Bobillon, au FACT, à l'ANACT. Merci Marion d'avoir co-animé cet atelier webinaire. Merci à Sylvie. Merci au mouvement d'entreprise de France Hollande-Rhône-Alpes et surtout merci à vous voilà, d'avoir été aussi fidèles et connectés voilà, dans ces ateliers webinaires. C'était un véritable plaisir. Voilà. On est à votre disposition pour pouvoir échanger ensemble si vous voulez rester à la fin de ce webinaire. Voilà, et sinon, vous êtes une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.